Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, enfin c'est le retour des webinaires en cette rentrée. On va patienter quelques petites secondes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc on reprend les webinaires, on avait fait pas mal de webconférences depuis janvier jusqu'au début de la saison. Donc là, on arrive, nous, sur la fin de notre saison polaire, arctique, étant donné que la saison arctique se déroule principalement d'avril jusqu'à septembre-octobre. Donc on arrive peu à peu à la fin de cette saison avec l'Ocean Nova qui est actuellement dans le Grand Nord canadien, Nunavut, la terre de Labrador, et l'Explorer qui est encore qui est sur la côte est du Groenland actuellement, qui va enchaîner sur un deuxième voyage, et puis ensuite redescendre doucement vers la Norvège. Donc voilà, donc on arrive avec beaucoup de photos aussi, beaucoup de vidéos, beaucoup d'histoires. On a eu une saison très riche avec de magnifiques observations cette saison encore, avec entre vous, beaucoup de passagers ravis aussi de ces observations qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on a eu une saison particulièrement riche en observations d'ours polaires cette année, ce qui était un peu moins le cas l'année dernière. On a eu de belles observations, mais cette année, des observations vraiment uniques et des moments vraiment uniques. Voilà pour une petite anecdote avant de commencer. D'ailleurs, c'était au Groenland pour le coup, c'est pas une observation d'ours, mais une observation d'orques qu'on a observé pour la première fois avec nos yeux, en tout cas de ceux qui étaient à bord. Une observation d'orques qui attaquait un phoque sur une petite plaque de banquise. C'est une observation alors qui est connue, c'est une attaque qu'ils font. En fait, ils font une vague qui va submerger cette petite plaque de banquise pour faire tomber à l'eau le phoque et l'attraper. Et donc, on l'a déjà vu dans les reportages, mais le voir de ses propres yeux, c'est très rare. Et du coup, on a pu même le photographier, en faire des vidéos. Donc voilà, chaque voyage est unique. Chaque année, il se passe des choses exceptionnelles et très différentes. Donc voilà, cette année, on a eu encore de très très belles choses à voir. Et l'année prochaine, il y aura encore beaucoup de très belles choses à voir. Alors, bienvenue encore à toutes et à tous. Je vais vous donner juste quelques petites instructions, informations, en tout cas pour le bon déroulé du webinaire. Vous avez le petit chat donc à votre droite. N'hésitez pas à vous en servir pour poser éventuellement des questions. J'y répondrai au fur et à mesure, entre chaque partie, un petit peu cette présentation, j'y répondrai. Et puis ensuite, après, on essaiera d'y revenir à la fin si besoin. Alors, Grands Espaces, déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Grands Espaces a fait cette année ses 25 ans d'existence, particulièrement dans les mondes polaires. Grands Espaces a été fondé par un scientifique, Christian Kempf, qui lui a exploré ces régions polaires pendant plus de 50 ans. Il est toujours à la tête de Grands Espaces et il est toujours chef expédition sur bon nombre de nos voyages. Et Grands Espaces a la particularité, voilà, toute l'équipe Grands Espaces a cette passion qui a été transmise, notamment par Christian, mais au fur et à mesure, bien sûr, par toutes nos équipes de terrain. On a vraiment tous une passion pour ces régions polaires et on a un esprit, une philosophie de voyage un petit peu à part entière. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on ne voyage qu'avec des bateaux de faible capacité, c'est-à-dire de 12 à 75 places, parce que c'est vraiment pour nous le meilleur moyen de pouvoir réellement s'imprégner et découvrir cette nature exceptionnelle qu'on va découvrir dans ces régions-là. Donc c'est pour ça qu'on y va de manière, on va dire, plus douce avec ces petits bateaux. Ça nous offre aussi plus de flexibilité justement pour pouvoir découvrir et s'approcher de cette nature. C'est pour ça qu'à bord de nos navires, il n'y a pas de piano-bar, il n'y a pas de grand spectacle, parce qu'on considère que tout le spectacle est celui qui nous entoure, celui de cette nature. Et justement, le fait d'être en petit groupe, en petit bateau, on va pouvoir essayer de profiter ou en tout cas maximiser les opportunités que la nature nous offre. Il faut savoir parfois être patient, mais c'est cet avantage d'être en petit groupe, c'est qu'on a le temps, peut prendre ce temps-là pour être patient et voir ce que la nature peut nous offrir. Donc 25 ans d'exploration polaire, 25 ans d'exploration au Spitzberg, au Groenland, en Antarctique aussi. On a d'autres destinations comme l'Amazonie, par exemple, une destination qu'on a pas mal développée parce que c'est une destination qui se ressemble un petit peu avec les régions polaires dans le sens très reculé, avec une nature très forte, ou vraiment de l'exploration, un sentiment d'exploration. Et c'est ça qu'on va chercher dans ces régions. Alors aujourd'hui, on va parler du Spitzberg et Svalbard, qui est une destination, enfin un lieu particulièrement sauvage et vraiment très très beau. Un concentré polaire. Pour un premier voyage polaire, c'est souvent cette destination qu'on va recommander parce qu'on va pouvoir voir beaucoup de choses, mais on va voir ça au fur et à mesure de cette petite présentation.
Alors, avant tout, c'est toujours intéressant de refaire un petit panorama, enfin, de se resituer. Différence pôle Nord, pôle Sud. Dans le pôle Nord, bien sûr, l'Arctique est au nord. Arctique qui vient de Arctos, donc enfin, le nom vient de l'étoile polaire, de l'ours. Donc Arctos pour le nord. L'Arctique est un océan, donc l'océan de mer gelée. Après, il y a des morceaux de continents et beaucoup d'îles. L'Antarctique, contrairement à l'Arctique, est un continent avec plus de 1900 mètres d'épaisseur de glace en moyenne posée donc sur la Terre, avec le mont Vinson qui est à plus de 4800 mètres de hauteur. L'Arctique donc est un océan principalement, et nous on va aller dans différentes parties de l'Arctique, que ce soit le Svalbard, le Groenland, le Grand Nord canadien aussi. Par le passé, on allait aussi en Arctique russe, hein, à Nouvelle-Zélande, la Terre François-Joseph, île Wrangel, qui sont des endroits merveilleux. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais on espère un jour pouvoir y retourner parce que ces endroits sont des endroits naturels magnifiques et qui valent la peine d'être découverts. Alors, déjà, pourquoi on dit Spitsberg ou Svalbard? C'est toujours quelque chose d'important parce que vous m'entendrez dire Spitsberg, parfois Svalbard. En fait, à quoi ça correspond? Le Spitsberg correspond à l'île principale, qui est l'île à l'ouest, Spitsbergen. Donc, c'est le nom qui a été donné par le marin Willem Barents, hein, qui a découvert le Spitsberg en 1596, j'y reviendrai un petit peu après, et le Svalbard, c'est l'archipel, donc c'est l'ensemble des îles, des petites îles, et aussi cette grande île de la Terre du Nord-Est, de Kvitoya aussi, qui correspond à l'île Blanche. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'archipel du Svalbard, qui veut dire terre côte froide. Côte froide, en fait, c'était le nom qui a priori aurait peut-être été donné par les Vikings, même si on n'a pas vraiment de preuves comme quoi les Vikings auraient découvert le Svalbard. L'attribution, en tout cas la découverte, est à Willem Barents, et donc l'île principale, le Spitsberg, qui veut dire montagne pointue. Alors, quelques chiffres rapidement, un petit peu, quelques chiffres clés pour se mettre un petit peu en tête cet archipel. Très peu d'habitants, c'est une population qui est très faible, hein, 2500 habitants à Longyearbyen, qui est la capitale, si on peut dire, de l'archipel du Svalbard. C'est aussi la ville la plus au nord du monde, et il faut dire que l'archipel n'a jamais été colonisé. Les premières installations ont été finalement par les baleiniers, avec quelques petites stations baleinières, et puis ensuite c'était surtout pour les installations de trappeurs, et puis ensuite pour l'exploitation minière. Donc très peu d'habitants. Aujourd'hui, les habitants à Longyearbyen, il y a quasiment une cinquantaine de nationalités. C'est principalement de la recherche scientifique, du tourisme, de la gestion touristique aussi, et un petit peu d'exploitation minière. Quand on est à Longyearbyen, on est à plus qu'à 1000 km du pôle Nord. Le plus haut sommet, Newton Open, qui fait 1717 mètres. Donc, on se rend compte que les montagnes au Spitsberg sont relativement petites, hein. Si on compare au Groenland, on est beaucoup plus facilement à des montagnes de 2500 ou jusqu'à plus de 3000 mètres. Donc, on a des montagnes qui sont petites, pointues. Par contre, c'est aussi pour ça que c'est ce nom de Spitsbergen. 2650 glaciers, c'est vraiment, enfin, une grande partie de l'archipel est recouvert de glace, hein, 60% est recouvert de glace, donc on a énormément de glaciers qui viennent se jeter dans les fjords. Environ 1,5 fois la Suisse, donc ça donne quand même une idée aussi un petit peu de la dimension de cet archipel. Et très peu de précipitations, environ 300 mm par an. C'est pour ça que certaines régions sont proches d'être désertiques d'ailleurs. Alors, c'est vraiment une moyenne. Il y a des régions où il pleut un petit peu plus, où il y a plus de précipitations, et d'autres moins. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a peu de neige finalement. Il va neiger un petit peu. L'archipel va se recouvrir d'un manteau blanc. Mais dès que les températures ont passé à des températures un peu plus positives, la neige va fondre extrêmement rapidement. Et ce qui va faire un gros changement, des changements très rapides de paysage. C'est pour ça qu'en termes de température, en moyenne, on va être entre moins 14 l'hiver, en moyenne, jusqu'à 6 degrés l'été. En réalité, on peut avoir parfois du plus 10, plus 15 degrés en plein été, aussi quand on a un grand soleil et pas de vent. Juste quelques petites informations sur la durée du jour. Quand on y va, généralement, on y va en plein été. En plein été, on a du jour permanent. Le jour permanent commence à arriver à partir de fin mars, début avril. On va avoir du jour permanent, et ensuite on va retrouver un petit peu de nuit à partir du mois d'août, et puis très rapidement on va arriver sur la nuit permanente entre novembre et janvier. Les températures moyennes, j'en ai parlé. Un tout petit peu d'histoire, parce que l'histoire du Svalbard est passionnante et ça vaudrait une conférence à part entière. Donc comme j'ai dit, en fait,
l'archipel, enfin le Spitzberg et l'archipel de Svalbard ont eu différentes époques, ont connu différentes époques. Donc avec sa découverte par Willem Barents en 1596, qui partait chercher le passage du nord-est d'ailleurs, et qui a découvert le Spitzberg par le nord. En fait, c'était en redescendant qu'il a découvert ces côtes donc avec pointues, avec de la glace, et il a découvert le Spitzberg donc, par le nord. Et ensuite, en redescendant, il allait s'abriter en terre François-Joseph, et malheureusement, il est décédé au retour de cette expédition. Ensuite, on s'est enchaîné une grande époque, environ un siècle à peu près, des baleiniers. Il faut dire que quelques années plus tard, après la découverte du Spitzberg par Barents, il y a eu quelques rapports qui ont été faits, notamment par Henry Hudson, qui est retourné en 1606 et qui a découvert qu'il y avait énormément de baleines dans ces côtes froides, les baleines qui viennent de se nourrir de krill pendant l'été. Et du coup, il est revenu avec une phrase qui était devenue assez célèbre à l'époque en disant qu'on ne pouvait même pas mettre la chaloupe à l'eau tellement il y avait des baleines, c'était une véritable carpière. Donc ça a attiré beaucoup, beaucoup de baleiniers. Et donc pendant un siècle, on a eu vraiment un massacre de baleines. Et ça a créé aussi beaucoup de tensions, notamment entre les Français, contre les Anglais et Hollandais notamment. On était entre la guerre entre la France et la Hollande, et puis aussi la Ligue d'Augsbourg. Donc avec une bataille qui est devenue la bataille du Sorgfjord, donc tout au nord du Spitzberg, en 1693, qui opposait Français et Hollandais, et qui est devenue la bataille la plus au nord du monde. Donc environ un siècle de chasse à la baleine, où vraiment les baleines ont été massacrées à cette époque-là, avec un fjord très connu qui s'appelle Smeerenburg, notamment. Et Smeerenburg qui veut dire la baie de la Grèce, parce que là, pendant la grande époque des chasses de baleines, on avait installé des fours et il y avait jusqu'à 200 hommes qui venaient passer l'été là pour la chasse à la baleine. Donc c'était vraiment une très grosse exploitation. La graisse de baleine était fondue directement sur place, transformée en huile, qui servait à illuminer les villes européennes principalement. On s'en servait aussi pour faire du savon, enfin différents. C'était extrêmement utilisé, c'était vraiment le pétrole un petit peu de l'époque qui était extrêmement demandé. Donc environ un siècle, après ça s'est assez rapidement arrêté, surtout qu'après il y a eu aussi les navires usines et il n'y avait plus du tout de baleines dans ces endroits-là, donc ils sont allés dans d'autres endroits, notamment après en Antarctique quand ça a été découvert, qu'on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de baleines. Ensuite, on a une époque qui vient suivre assez rapidement, l'époque des trappeurs, qui venaient chasser l'ours notamment et les renards pendant l'hiver, parce que c'est à cette époque-là que les ours et les renards ont la fourrure la plus épaisse, et celle où elle avait le plus de valeur. Et du coup, en fait, ils sont venus juste après les baleiniers parce qu'ils ont pu s'inspirer des techniques d'hivernage de ces baleiniers pour justement pouvoir survivre. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Alors, c'est déjà pas facile de faire un hivernage, mais encore moins à l'époque. Et les baleiniers ont appris différentes techniques d'hivernage, notamment en découvrant les baies arctiques, parce que l'un des principaux problèmes, c'était le scorbut, bien sûr. Et du coup, les baies arctiques étaient un moyen de se nourrir aussi, qui est très fort en fer. Et ensuite aussi, en apprenant à faire des cabanes avec le bois flotté, donc à trouver les plages avec le bois flotté, etc. Et voilà, donc les trappeurs, c'est une époque qui a duré assez longtemps. Beaucoup, beaucoup d'ours ont été chassés à cette époque. Ensuite, les explorations scientifiques, hein, avec des grands noms comme le prince Albert Ier de Monaco. On a eu ensuite les explorations vers le pôle, avec Amundsen notamment, avec Nobile, mais aussi André qui a voulu traverser l'Arctique. Donc il y a tout un temps d'exploration scientifique et d'exploration vers le pôle Nord qui sont partis du Svalbard, notamment d'Iellisund ou un peu plus au nord. Et enfin, c'est terminé, enfin, les deux dernières époques sont l'exploitation du charbon, notamment. Il se trouve qu'il semblerait que le charbon, là-bas, soit d'extrêmement bonne qualité, et donc ils s'en servent encore aujourd'hui, d'ailleurs, à Longyearbyen, pour alimenter l'énergie sur place. Il n'y a plus d'exportation de charbon. Il y avait deux autres villes qui s'appelaient Pyramiden et Barentsburg, qui appartiennent à la Russie. Pyramiden est encore légèrement exploité, ou Barentsburg, pardon. Mais voilà, il n'y a plus d'exportation de charbon. Le charbon est exclusivement utilisé sur place. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une époque d'avènement du tourisme et de la science. Donc, il y a une grande faculté des sciences à Longyearbyen, beaucoup d'études qui sont faites dans les différents, enfin, sur un peu toutes les thématiques, que ce soit météorologiques, sur le climat, bien sûr, la faune, la flore, etc., et le tourisme. Donc voilà, c'était juste un petit. Il y a énormément de choses à dire, il y a plein d'époques, il y a plein d'explorations, d'explorateurs, il y a énormément d'histoires, et ça, c'est des choses qu'on vient raconter aussi un petit peu à bord des bateaux lors de nos explorations. C'est vraiment des sujets qui sont passionnants.
Mais revenons-en un petit peu donc maintenant à qu'est-ce qu'on peut voir là-bas. Donc, le Spitsberg-Svalbard, c'est des paysages avant tout de montagnes, donc des montagnes pointues, pas très hautes, avec de la glace autour. Mais on va aussi avoir donc ces grands glaciers qui viennent se jeter donc dans les fjords, et puis avec, on a vraiment ces contrastes de couleurs entre le blanc de la glace et cette toundra, ou parfois ces déserts polaires. On va aussi avoir un petit peu de fleurs, on va avoir on va avoir beaucoup de petites typologies de fleurs qu'on va pouvoir voir et qui, en printemps polaire, dont je parlais tout à l'heure, on pourra éclore et ça va avoir de très très beaux paysages aussi. Ces grandes étendues de toundra aussi, généralement on imagine l'Arctique comme un univers complètement blanc, très froid, très polaire, alors qu'en réalité en été on va vraiment avoir des contrastes de paysages extrêmement forts. Ces déserts polaires aussi avec de la roche, mais toujours avec en fond cette glace, ces glaciers qui viennent se jeter dans les fjords. Des grandes falaises aussi, des falaises, là on est sur des falaises entre du basalte et, et de la dolérite, pardon. Là on est sur les falaises d'Alquefillet dont je parlerai tout à l'heure aussi, avec une grande colonie de guillemots de bruniques qui sont des paysages tout à fait somptueux qu'on va avoir dans le détroit Ninlopen, qui sépare en fait l'île du Spitzberg et la terre du Nord-Est, et qui est un endroit qui est vraiment magnifique avec énormément de choses à voir. Et cette falaise d'Alquefillet est un des moments forts généralement des voyages. Des calottes de glace aussi, je l'ai dit tout à l'heure, l'archipel est recouvert à environ 60-65% de glace, avec différentes calottes et surtout principalement la calotte de la terre du Nord-Est, qui fait en moyenne 400 mètres d'épaisseur et qui vient se jeter sur la côte Est principalement, sur un front de glace de 160 km. C'est vraiment un endroit qui est somptueux, donc on va pouvoir aussi découvrir cette calotte de glace. Là, on est justement sur ce dont je parlais, donc quand elle vient se jeter, donc on a ce front de glace de 160 km et on a une petite partie qu'on appelle Brazelbrid qui est connue pour ses cascades. Et là, on voit bien d'ailleurs sur cette photo toutes ces baidières, donc ces rivières sur le glacier qui viennent se jeter après en cascade, et c'est ce qu'on va pouvoir aller chercher aussi. De la roche aussi, alors je suis loin d'être le meilleur en géologie, mais c'est ce qu'on explique beaucoup à bord des bateaux. Il y a une géologie qui est extrêmement intéressante et nos géologues à bord des bateaux se donnent toujours un cœur joie d'expliquer aussi. Là, on voit ces roches avec ces strates verticales, donc en fait, c'est des signes d'effondrement géologique. Donc ça offre aussi des paysages extrêmement beaux. Des canyons aussi, il y a énormément une variété de paysages extrêmement forte, de la glace bien sûr comme j'ai montré, un peu de neige, mais aussi ces canyons, ces rivières, qu'on va pouvoir aller explorer. Tous les endroits ne sont pas extrêmement cartographiés, donc parfois nos chefs expédition, nos guides vont vous emmener vraiment dans des explorations à la découverte de lieux très peu connus. Notre avantage, notamment avec les bateaux de faible capacité, c'est que ça nous permet d'aller dans des lieux où les autres ne peuvent pas aller. C'est-à-dire que les bateaux de plus de 200 places n'ont pas le droit d'y aller, voire dans certains endroits, les bateaux de plus de 100 places. Donc ça, c'est l'une de nos forces, c'est l'un de nos avantages de vraiment partir en exploration dans des lieux très peu connus. La banquise, bien sûr, on va toujours essayer d'aller la chercher. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, ça change un peu d'année en année. Mais voilà, cette banquise à perte de vue qu'on va aller chercher, naviguer dedans et, si c'est possible, poser le pied. Alors, quand partir? Là, j'ai montré des photos principalement de l'été d'ailleurs, mais chaque saison est différente. Chaque saison offre des choses différentes. Chaque saison vaut son coup. Si on peut, recommande d'y aller découvrir chaque saison, tant elles sont différentes. Mais on va vraiment avoir des variétés de paysages très différentes. On va avoir de la toundra en été, on va avoir ce paysage blanc immaculé, beaucoup plus proche de l'Arctique qu'on imagine, avec des couchers de soleil très longs, parce qu'en plein été, on est avec un soleil très, très haut. Mais tout ça va dépendre des conditions de glace. Alors, je vous ai mis une suite de cartes de glace pour qu'on comprenne bien déjà pourquoi on commence en fait ces expéditions seulement à partir du mois de mars, ou plutôt fin mars, début avril. Déjà ici, vous voyez cette carte, on est en mars 2023, et là on voit bien que l'archipel du Svalbard est complètement pris dans la banquise, sauf la côte ouest. En réalité, la côte ouest est toujours libre, quasiment toujours libre, en tout cas sur la partie sud-sud-ouest, jusqu'à l'Isfjord, parce que le Gulf Stream vient chasser la glace, et donc il est assez libre. Par contre, toute la partie est et la partie nord sont complètement prises dans la glace.
Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop y aller. De toute façon, on ne pourrait pas trop y aller avant non plus parce qu'on arrive en nuit permanente et on ne peut pas naviguer dans ces conditions. On voit aussi un petit peu, donc le rouge, hein, c'est de la banquise compacte et infranchissable. Le orange, c'est de la banquise, des plaques de banquise un peu plus éparses, mais dans lesquelles on peut naviguer, mais pas beaucoup. Et ensuite, on a la jaune et la verte qui sont beaucoup plus éparses. On a aussi à cette époque de la banquise de fjord. Et là, on va voir qu'en avançant, donc là, on est au mois d'avril, on voit que la banquise s'est un petit peu libérée au nord. Dans les fjords, elle se libère un petit peu à peu, mais on a encore un peu de banquise, donc banquise de fjord principalement, et qui vient se libérer. On avance un petit peu plus dans le temps. Là, on est en juillet, donc la banquise s'est rétractée complètement, et là, on peut faire le tour. Alors, j'ai mis cette carte, mais je vous mets la carte de juillet 2023. Donc là, on est 20 juillet 2022 sur celle-ci. Et là, on est 20 juillet 2023, donc un an d'écart. Et là, on voit que sur cette carte de cet été, donc la Terre du Nord-Est était encore complètement pris dans la banquise. Donc, en fait, les cartes de glace indiquent à un instant T ce qui se passe, mais la glace, la banquise, est dépendante aussi de beaucoup de choses, notamment des courants, bien sûr, mais aussi des vents. En fait, en 2023, on a une forte dominante de vent du nord avec des tempêtes, avec un gros vent de 30-40 nœuds qui a poussé pendant plusieurs jours et qui a fait glisser cette banquise vers vers le sud et donc en bloquant le nord de l'archipel. La problématique, c'est que du coup, enfin problématique non, mais c'est que ça bloquait, on ne pouvait pas faire le tour. Alors que l'année dernière, en 2022, on avait au contraire plutôt un vent du sud et qui est venu en fait libérer tout l'archipel et qui permettait d'en faire le tour complètement. Euh, donc voilà, donc ça c'est la grande différence. Ce qui est intéressant par contre, et ce qu'on voit bien ici, c'est que là, si on retourne au mois d'avril, on a la banquise qui vient encore fermer le détroit Inland. Donc, le détroit Inland, c'est vraiment ce petit détroit qui vient séparer donc, la terre du Nord-Est, donc cette grande île à droite, à l'Est, et le Spitzberg. Et par contre, en juillet, eh bien, ce détroit est ouvert. Et donc, ça va nous permettre de passer par ce détroit d'Inland, même si la terre du Nord-Est est prise dans la banquise, et de venir découvrir donc, cette barrière de glace que je vous montrais tout à l'heure par le sud. Donc ça, c'est le rôle de nos chefs expédition qui, au jour le jour, vont analyser les cartes de glace, les cartes de vent, de météo, pour pouvoir justement définir quel va être le meilleur itinéraire. Chaque lieu vaut d'être vu, c'est vraiment un endroit qui est magnifique de toute façon, mais le talent de nos chefs expédition, ça va être de faire en sorte de vous proposer le meilleur de ce que la nature, encore une fois, a à nous offrir. On ne peut pas avoir un programme figé dans ce genre de région parce que ça voudrait dire qu'on raterait trop de choses. Encore une fois, l'objectif pour nous, c'est de vous montrer cette nature, d'en profiter un maximum, parce que nous, on est passionnés aussi, donc on veut en faire toujours plus. Donc, d'aller chercher les ours, d'aller chercher cette faune, d'aller chercher cette glace et toutes ces opportunités. Et pour ça, on ne peut pas être figé sur un programme. On est obligé d'être flexible. Et ça, c'est le rôle de notre chef expédition, d'analyser toutes ces données et de savoir où aller pour pouvoir profiter. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à partir de l'été, généralement, donc cette terre du Nord-Est et des Trois-Îles-les-Pognes est ouvert et on va pouvoir aller explorer en fait cette côte ouest de la terre du Nord-Est avec le Wallenberg Fjord notamment, qui sont des endroits vraiment magnifiques qui pour certains ont été ouverts au tourisme seulement en 2022 et où très peu de gens vont explorer. Et c'est des endroits qui sont très propices aux ours aussi. Ensuite aussi, toujours avec cette glace qui se libère, ça va libérer une région qu'on appelle les Sept Îles, qui se trouve au nord de cette terre du Nord-Est, qu'on voit en fait un petit peu juste à la limite. On a une petite tache jaune avec le rouge et avec des petits points gris, pardon. Et ça, c'est les Sept Îles, et qui est un endroit très propice aux ours. Et on va parfois aussi, quand on a de la chance, avoir l'île Blanche tout à l'est de la terre du Nord-Est qui se libère, mais qui est assez rare parce que la banquise reste souvent prise autour. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? D'avril à mai, donc comme je dis, chaque période offre des spectacles différents. D'avril à mai, c'est ce qu'on appelle le réveil du Spitzberg. C'est vraiment l'Arctique un petit peu comme on l'imagine, c'est-à-dire un peu immaculé, beaucoup de neige. Enfin, beaucoup de neige, c'est toujours ce que on est avec faible précipitation, mais on va dire avec un manteau neigeux assez uniforme, donc sur ce type de paysage-là, de la banquise de fjord aussi, et ce qui fait que c'est des paysages, si on y retourne ici en juillet, on ne le reconnaîtra pas du tout, parce qu'on aura beaucoup plus de toundra, beaucoup plus la neige aura beaucoup fondu, et là, ce caillou, là, on voit tous les passagers, nos équipes qui sont dessus, en fait, on peut même presque pas y accéder. Là, ils ont pu y accéder en débarquant sur une petite plaque de banquise et en montant ensuite là sur le caillou. Mais en fait, tout ça, c'est de l'eau et du coup, c'est pas du tout les mêmes paysages. Donc, on a vraiment des paysages qui sont magnifiques. Il fait plus frais, par contre, puisqu'on va avoir des températures
qui vont varier, mais généralement plutôt négatives. Donc, on est vraiment sur une température plus fraîche, mais avec des variations de paysages somptueux. On a aussi cette banquise de fjord qu'on va pouvoir découvrir et aussi des couleurs. Alors là, je vous montre juste un petit exemple pour vraiment voir la différence de paysage. Ça, c'est le glacier de Smeerenburg, dont je parlais tout à l'heure. On voit d'ailleurs droit devant, donc on a cette petite grotte là au milieu avec ce petit manteau neigeux. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en avril, qui a été prise en avril. Et ça, c'est une photo. On retrouve ici sur le côté droit cette petite grotte là. On connaît les montagnes derrière. Et là, donc la deuxième photo que je vous montre là maintenant, c'est une photo qui a été prise au mois de juillet. Donc on voit que le manteau neigeux, même qui recouvre un petit peu de glacier ici, et les montagnes derrière, a complètement fondu. On n'a plus du tout le même paysage. Donc là, c'est une autre photo, c'est toujours de Smeerenburg, mais c'est cette fois vue du ciel, avec on retrouve encore la grotte à droite, avec ce manteau neigeux, toute cette banquise de fjord aussi, enfin ce fjord qui est à moitié gelé. Et là, on retrouve encore une fois ce fjord-là en plein été. Donc vous voyez, on n'a plus du tout la même chose, plus du tout de banquise de fjord et un paysage complètement différent. Le mois d'avril aussi, donc c'est encore cette banquise de fjord donc qui offre aussi pas mal d'opportunités de trouver de la faune dessus, notamment des morses, des phoques qui viennent se reposer. On peut en avoir aussi en plein été, puisque les glaciers, quand ils vont véler, ils vont lâcher des gros morceaux de glace et qui vont s'éclater aussi en petits morceaux. Donc on peut trouver aussi des phoques et des morses dessus. Mais c'est vrai que la banquise de fjord a cet avantage de pouvoir, enfin voilà, ils viennent souvent se reposer dessus, donc ça offre pas mal d'opportunités. La faune, c'est une saison qui est un petit peu plus difficile en termes de faune, cependant. Les rennes, c'est toujours une espèce qui est assez facile à observer avec là leur manteau d'hiver. Mais les ours, généralement, sont un peu plus difficiles à trouver parce que généralement, ils sont un peu plus au nord et à cette époque-là, on ne peut pas y accéder. Ensuite, vu que tout est blanc, ils sont très difficiles à trouver. Nos guides passent toujours beaucoup de temps, mais ce n'est pas la saison la plus facile pour les observer. Surtout aussi parce qu'on ne peut pas forcément aller aux endroits où on sait qu'il y a de plus de chances d'en voir. C'est pareil pour les renards qui ont leur fourrure blanche à cette époque sont plus difficiles à observer, aussi parce que les colonies d'oiseaux ne sont pas encore là. Et du coup, les renards, généralement, on arrive facilement à les trouver proches des colonies d'oiseaux parce qu'ils vont rester autour des colonies d'oiseaux pour se nourrir notamment des petits et des œufs. Et du coup, c'est dans ces endroits-là où on a vraiment l'habitude d'en trouver et c'est le plus facile. Une autre photo donc de ces paysages donc au mois d'avril. L'avantage aussi de ce mois-là en termes de paysage, c'est que justement on va avoir ces couchers de soleil très longs, ce qui va vraiment offrir des couleurs magnifiques, rosées, orangées, sur la glace, sur la banquise, sur les glaciers. Et c'est quelque chose qu'on n'aura pas du tout en plein été, puisqu'en vraiment en plein été, comme je disais tout à l'heure, le soleil est beaucoup plus haut, même à minuit. C'est comme s'il était 15 heures ici. Donc on a des couleurs qui sont un peu moins jolies à ce niveau-là. Même si après, dès qu'on arrive vers fin juillet, début août, le soleil commence à être plus bas, donc on commence à avoir des couchers de soleil très longs, un peu orangés, et ça offre aussi des très très belles couleurs. Donc voilà, donc cette époque-là, finalement, d'avril, fin mars à mai, finalement s'adresse un petit peu aux personnes qui veulent vraiment voir cet Arctique qu'ils imaginent, qu'on imagine, blanc, immaculé, froid, vraiment magnifique, mais voilà, malgré tout, une faune plus difficile à observer. Ensuite, on va passer une époque un peu intermédiaire, donc qu'on appelle le printemps polaire, où on est encore, donc c'est fin mai, surtout début juin. Et là, on va avoir encore un petit peu de manteau neigeux, mais avoir des paysages quand même très variés. C'est-à-dire qu'on a de la neige qui fond quand même assez rapidement. Donc, on va avoir aussi parfois ces contrastes entre la neige et puis la toundra, et puis en même temps, les premières fleurs aussi qui vont faire leur apparition. La faune est là. Alors, c'est un petit peu la même chose que sur la période précédente, au réveil du Spitzberg. C'est-à-dire que les ours sont aussi un peu plus au nord, mais généralement on peut s'enfoncer un peu plus dans la banquise, ce qui offre parfois un peu plus d'opportunités. Donc, on voit toujours des ours. Alors, pas toujours, pardon. Il ne faut jamais dire toujours. On a toujours vu des ours, en tout cas. Mais à certaines époques, donc plutôt en début de saison, on peut les voir parfois d'un peu plus loin parce que la banquise est infranchissable, donc on ne peut pas vraiment s'approcher. Mais voilà, c'est une époque qui commence à être intéressante et propice à la nature et à la faune particulièrement.
Donc voilà, aussi ces plaques de banquise, on va pouvoir aller chercher les phoques. Et donc voilà, c'est vraiment ce paysage assez blanc. C'est pour ça aussi que les voyages d'avril, d'ailleurs, jusque juin, sont des voyages généralement plutôt courts, donc de 7, 8 jours, parce qu'on va se concentrer principalement sur la côte ouest du Spitzberg, vraiment pour le côté euh, vraiment paysage qu'on va aller chercher, faune aussi, parce que c'est toujours ce qu'on va aller chercher le plus possible. Et du coup, c'est des voyages plus courts, parce que de toute façon, on ne peut pas aller très loin. Cela dit, c'est pour une première découverte, c'est aussi assez exceptionnel parce que ça permet d'avoir des voyages qui sont parfois un peu plus abordables aussi, mais et d'avoir vraiment déjà un goût polaire très fort. Et c'est de vraiment, généralement, quand on y va une première fois, on est piqué par la bête polaire et après, on veut y retourner tout le temps. Ensuite, on arrive du coup de fin juin jusqu'à la mi-août environ, avec la grande découverte du Svalbard. Parce que comme j'ai montré sur la carte tout à l'heure, c'est à ce moment-là où la glace, la banquise va se rétracter et on va pouvoir accéder un petit peu plus loin jusqu'à la Terre du Nord-Est, les Sept îles, le Wallenberg Fjord, l'île Blanche, et qui sont beaucoup de lieux où on sait qu'il y a pas mal d'ours. L'avantage aussi, c'est que pour nous, encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a des petits bateaux, donc on peut aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gros bateaux. C'est-à-dire que souvent, pendant l'été, donc juillet, août généralement, enfin principalement sur le mois de juillet, on va éviter de trop rester sur la côte ouest. On va faire quelques fjords, bien sûr, on va s'arrêter parce qu'il y a des fjords qui sont merveilleux. Mais on va un peu s'échapper parce qu'il y a des bateaux de tourisme principalement restent sur la côte ouest du Spitzberg. Et nous, on va pouvoir justement aller s'échapper et aller chercher d'autres endroits à explorer et qui sont vraiment très reculés et magnifiques. Donc, comme j'ai expliqué, voilà, donc c'était en fait, à cette époque-là, ce qu'on va pouvoir aller chercher, c'est donc notamment Kvitoya, mais ça c'est plutôt fin juillet, début août. Donc c'est Kvitoya, c'est l'île Blanche, qui est d'ailleurs l'endroit où on a retrouvé l'expédition d'André. Alors, je peux en parler rapidement, mais donc il y a une petite île normalement qui est rarement accessible. Il y a de la calotte de glace dessus, il y a très souvent des ours dessus, mais qui est rarement accessible parce que souvent prise dans la banquise. On a Suoyan qu'on voit tout au nord de la Terre du Nord-Est, qui sont les 7 îles dont je parlais tout à l'heure, qui se libèrent, et donc ce détroit d'Inlopen entre le Spitzberg et la Terre du Nord-Est qui se libère aussi, et on va pouvoir aller explorer toute cette Terre du Nord-Est, la côte Est du Spitzberg aussi, et là il y a énormément de choses à aller voir et beaucoup, beaucoup d'opportunités d'observation de faune et d'ours. Ça, c'est voilà, une photo par exemple qui a été prise aux sept îles. Il y a toujours beaucoup de banquises, de fjords, de banquises qui restent prisonniers entre les îles. Donc, c'est vraiment des paysages aussi qui sont tout à fait somptueux. Des belles chances d'observation d'ours polaires. Ça, c'est une photo que j'ai prise cet été dans le Wellenberg Fjord, donc sur la côte ouest de la Terre du Nord-Est. On a eu des très très belles observations cette année d'ours, comme je vous le disais. Celle-ci a été prise par exemple aux Sept-Îles. Il y avait 4 ours quasiment, enfin pas au même endroit, mais qui étaient étalés un petit peu sur cette banquise, donc avec des belles opportunités. Encore une fois, vraiment, quand le juillet-août, c'est vraiment l'explosion de la faune en termes de possibilités, et aussi les oiseaux, puisque les colonies sont reformées à ce moment-là. Donc là, on est aux fameuses falaises d'Alkefillet, donc dans le détroit d'Inlopen, sur la côte est du Spitzberg. Et là, on a plus de 100, 160 000, 180 000 guillemots de Brunique qui viennent nicher sur ces falaises. On y retrouve aussi des goélands, des mouettes tridactyles. Et c'est dans ce genre de conditions, généralement aussi, on a des bonnes facilités de voir des renards. Je crois que sur l'excursion qu'on a fait cette année, on a dû en voir 2. Mais voilà, chaque fois on en voit. On a d'autres endroits. Généralement, quand on est proche d'une colonie d'oiseaux, de toute façon, on va voir des renards parce que, comme j'ai dit, ils restent proches des colonies pour pouvoir aller attraper les œufs et les petits. Quand on y arrive à cet endroit fin juin, début juillet, généralement, il y a encore les œufs. Et à partir de mi-juillet, on va commencer à avoir les petits et qui vont commencer à sauter entre mi-juillet fin juillet. Et c'est là où généralement c'est un peu le festin pour les goélands et les renards qui viennent attraper les petits qui sautent pas très bien. Voilà, les guillemots de Brunique, donc ça c'est un endroit qui est toujours assez fabuleux parce qu'il faut s'imaginer une immense volière des milliers, des milliers d'oiseaux qui volent partout, tout autour, dans un cacophonie de petits cris. Enfin, c'est un endroit qui est vraiment somptueux. Voilà, les petits macareux aussi. Alors, il y a une quarantaine d'espèces d'oiseaux qu'on voit régulièrement au Spitzberg. Il y en a un peu plus qui pourraient être observés, mais ils sont plus rares. Mais bon, principalement les guillemots de Brunique, les mergules, les guillemots à miroir, les mouettes tridactyles, les goélands, les fulmars. Je ne vais pas tous les citer. Certaines sont plus rares.
comme les phalaropes, par exemple, à bec large. Mais bon, voilà, pour les ornithologues, c'est aussi un vrai bonheur d'aller à cette époque-là, parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir voir le plus de faune. Les renards, donc là, le renard avec sa fourrure d'été, qu'on va pouvoir observer aussi assez facilement généralement. Quand je dis assez facilement, il faut toujours prendre des jumelles sur les voyages parce que les renards sont jamais collés à nos pieds. Ça peut arriver parfois d'avoir des observations incroyables où le renard va s'approcher, on va rester statique, il va s'approcher et on va pouvoir vraiment avoir une très belle observation. Parfois, on n'est plus le zodiaque et parfois, il est un peu plus loin, en haut. Et donc, bon, il faut toujours s'équiper. Voilà, c'était le fameux phalarope dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, du coup, donc quand cette banquise va se libérer, on va pouvoir aller chercher cette calotte de la Terre du Nord-Est. Donc, pour remonter un peu sur la carte, hop. Donc la Terre du Nord-Est, en fait, on a toute cette partie Est qui est finalement cette calotte qui vient se jeter dans la glace. Et même si le nord de la Terre du Nord-Est est pris dans la banquise, eh ben, on va aller le chercher par le sud. Et donc, on va arriver sur ce paysage-là, et ce fameux Brasvelbrine, avec ce mur de glace qui fait une trentaine de mètres de hauteur et sur un immense fond de glace. C'est la plus grande barrière de glace de l'hémisphère nord. Il faut savoir que la plus grande barrière de glace du monde se trouve en mer de Ross, en Antarctique, et qui a une barrière de glace comme ça sur 800 km. Donc c'est vraiment des endroits somptueux. Et voilà, donc c'était avec la baie d'Hyères et l'Ocean Nova derrière. Là, on a vu un temps magnifique, une mer d'huile. Ce qui est très très beau aussi à cet endroit-là, c'est qu'on a cette barrière de glace et on est encerclé aussi d'icebergs. Et c'est vraiment un endroit, on est dans un autre monde. Donc c'est vraiment un endroit somptueux et c'est ça l'avantage aussi de cette époque-là, c'est que ça nous permet d'aller la chercher. Des paysages aussi avec des couleurs très variées. Donc on a la glace, on a un petit peu de neige, et puis on va avoir cette toundra aussi verte, ces fleurs. Et donc voilà, donc c'est vraiment un autre Arctique que parfois on peut imaginer, mais qui est très somptueux. En termes de température, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir 15 degrés en pleine journée s'il fait très beau et pas de vent. On peut avoir aussi des matins, enfin des journées plus fraîches. S'il y a de la brume avec l'humidité, il peut faire un peu plus frais. Si on est dans la banquise aussi, en montant plus vers le nord, l'air au contact du vent va se rafraîchir et du coup, on peut avoir des sensations thermiques plus fraîches. Donc, on va aller chercher aussi, bien sûr, cette faune, les phoques, les morses notamment. Alors, je n'ai pas mis de photo là, mais on a des colonies de morses qui viennent pendant l'été se mettre sur les plages. Et du coup, on va toujours aller chercher, on va faire souvent des débarquements ou en tout cas s'en approcher. J'ai montré une photo tout à l'heure d'ours qui était à côté de morses. En fait, il y avait une petite colonie de morses qui était juste à côté. Et du coup, donc c'est un endroit où il peut y avoir des ours, sachant que les ours au Svalbard attaquent de manière extrêmement rare les morses. Ils n'ont pas, pardon, ils ont pas cette culture entre guillemets de la chasse du morse. On va plutôt retrouver ça chez les ours au nord de la Russie, Wrangel, etc., qui vont avoir des techniques de chasse sur les morses, et notamment les ours aussi dans ces régions-là sont plus imposants que ceux du Spitzberg, même si on a déjà observé des ours qui attaquaient les morses au Spitz. Et cette banquise aussi, bah forcément, qu'on va aller chercher. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc en 2022, là, vous l'avez vu, la banquise était extrêmement haute au nord. Et parfois, il fallait beaucoup de navigation pour aller la chercher. Cette année, au contraire, bah, elle était collée, donc c'était très facile d'y aller. Donc voilà. J'ai une petite question sur la faune. C'est vrai que je n'ai pas cité une espèce extrêmement importante qu'on peut observer régulièrement, qui sont les baleines. Alors oui, les baleines, on peut en observer. C'est mon erreur, je n'ai pas cité ici. Les baleines, c'est complètement aléatoire. Enfin, la faune, vous me direz, est complètement aléatoire. On ne la maîtrise pas. Donc, il peut y arriver que sur un voyage, on voit une dizaine de baleines et sur le voyage suivant, on n'en voit pas du tout. Mais bon, généralement, quand même, sur la majeure partie des voyages, on va réussir à avoir des baleines, principalement des rorquals, des petits rorquals ou des grands rorquals, et des baleines à bosse. C'est quand même assez régulier. C'est pas forcément enfin, on peut avoir des très belles observations proches des zodiaques ou proches du bateau. On a déjà eu des baleines qui ont breach, donc qui ont sauté juste à côté du bateau. Et parfois aussi dans la banquise, c'est assez fréquent d'en voir. Dans les fjords aussi. On a une baleine bleue cette année, on est à Orcal boréal aussi quelques années. Donc voilà, donc les baleines, on peut en voir. Les belugas aussi, c'est une espèce qu'on peut observer euh, presque assez régulièrement. C'est pas à tous les voyages, mais on peut en observer. Donc non, non, bien sûr, et les baleines, il y en a, enfin, on en voit quand même régulièrement.
Et j'ai une très belle photo de baleine prise là-bas d'ailleurs, mais que je n'ai pas mis dans cette petite présentation. Nos navires, d'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, enfin, je vous en mettrai le lien après si vous voulez, enfin, peut-être. On a une page YouTube sur laquelle on met pas mal de nos films, de nos voyages. Et du coup, dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on peut observer pour vous imprégner un petit peu de ces voyages-là. Et on a pas mal de vidéos justement de baleines qui viennent à côté de nos zodiacs et bateaux. Les bateaux qui vont au Spitzberg et Svalbard. On a deux bateaux grands espaces qui naviguent dans ces eaux-là, qui sont l'Ocean Nova. L'Ocean Nova, c'est un bateau qu'on exploite depuis 2015, donc de nombreuses années maintenant. C'est un bateau qu'on apprécie particulièrement, donc 70-75 places. À bord, vous avez entre 8 et 10 guides, ainsi que votre directeur ou directrice de croisière. Ce qui est super avec ce bateau, c'est que vous avez donc une panoplie de guides différents avec chacun son vécu et son expérience ou ses connaissances. Et puis, on a un bateau très convivial avec un équipage qui est vraiment aux petits soins et qui est vraiment super, enfin très, très gentil. Et une équipe aussi d'officiers, donc un capitaine ou des capitaines qui sont vraiment excellents, qui sont d'excellents navigants et ça nous offre beaucoup de facilités et d'opportunités pour les chefs d'expédition. C'est vraiment génial. Ensuite, c'est un bateau qui était en fait un ancien express côtier groenlandais qui naviguait donc sur la côte ouest du Groenland et qui reliait les villages et qui a été réaménagé en 2010 en bateau de croisière, donc 70 places. Et vous avez en haut, sur la partie avant du bateau, vous voyez cet espace vitré. En fait, c'est le salon panoramique qui est le lieu un peu on passe le plus de temps à bord du bateau, puisque c'est le lieu où on fera nos conférences, c'est le lieu du bar. Et en fait, on a une vue quasiment à 360 degrés depuis là. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour pouvoir profiter des observations et de voir ces paysages qui défilent, avec un petit espace extérieur à l'avant aussi. Donc, voilà, c'est vraiment un bateau qu'on apprécie particulièrement pour ça. Euh, Petit bateau donc. Et alors, en termes de décoration, c'est pas forcément le plus beau, le plus à jour, mais on est quand même sur un bateau qui est confortable. On mange excellemment bien, le bar est excellent. Et voilà. En fait, on passe peu de temps finalement à bord du bateau, en tout cas dans les cabines. On passe beaucoup de temps en excursion, mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. J'ai une question sur est-ce que les croisières sont francophones? Alors, toutes nos croisières sur l'Explorer et l'Oceanova sont francophones. On ne fait que du 100% francophone. On ne mélange pas les langues à bord du bateau. Et si ça devait arriver, on informerait, c'est-à-dire c'est noté sur les voyages. Là, l'année prochaine, on n'a pas de voyage anglophone prévu de toute façon. Mais si on est sur des bateaux qui sont trop petits, pardon, pour mélanger les langues. Donc, le bateau en lui-même, c'est-à-dire que l'équipage du bateau et les marins ne sont pas francophones, ils sont plutôt anglophones, mais c'est pour ça que vous avez nos guides et notre directeur ou directrice de croisière qui sont à bord du bateau aussi pour faire cette interface si nécessaire. L'hôtel manager, la responsable d'hôtellerie à bord de l'Ocean Nova était argentine et extrêmement sympathique. Et elle se débrouille en plus en français maintenant. Et donc, non, ça, il n'y a pas de difficulté. Mais après, tous nos guides sont francophones, français, suisses ou canadiens, pour certains d'ailleurs. Donc, voilà, pas de barrière de langue à ce niveau-là. Et puis c'est important aussi parce que pour nous, la valeur de ces voyages, c'est avant tout l'émerveillement et la transmission. L'émerveillement permet de la compréhension et cette transmission de connaissances de la part de nos équipes de terrain est pour nous essentielle. On y va là-bas pour s'imprégner de cette nature, pour vraiment s'en émerveiller, mais c'est important aussi de revenir avec une meilleure compréhension, que ce soit au travers de conférences, de récapitulatifs, mais aussi simplement de tout ce qu'on va pouvoir dire à bord des Zodiacs quand on va être en excursion ou à terre. Et bien, tout ça, voilà, pour nous, c'est essentiel de pouvoir transmettre un maximum d'informations, de connaissances sur à la fois cette faune qu'on va voir, cette nature, les impacts aussi, enfin, les changements environnementaux, l'histoire aussi, l'histoire des explorateurs. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va vouloir transmettre un maximum. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas mélanger les langues sur les bateaux. Le second bateau donc, qui navigue dans ces régions, c'est l'Explorer, qui lui est sorti de chantier, enfin, qui a commencé sa première saison en 2022, qui navigue principalement donc, au Spitzberg, un petit peu l'est groenlandais pendant l'été, et qu'on va retrouver ensuite dans les fjords de Norvège dès le mois d'octobre et jusqu'au mois de mars. Donc c'est un bateau de 12 places, et à bord, quand on part en Arctique, vous avez deux guides, qui sont deux guides extrêmement polyvalents et des excellents guides que vous aurez à bord. On est sur un bateau un peu plus récent, donc qui a été réaménagé complètement. C'était un ancien bateau qui s'occupait
de gérer les phares et les bouées au large des côtes du Groenland. Et donc, c'est un bateau donc, qui a été entièrement réaménagé en 2022 et il y a beaucoup d'espaces qui ont été construits et reconstruits pour pouvoir accueillir des passagers. Donc, on a un grand salon tout vitré qui est très bien aussi pour pouvoir justement observer. Il y a beaucoup d'espaces extérieurs et ça, c'est assez bien aussi parce qu'on a tout l'avant qui est complètement ouvert. Donc, quand on est dans la banquise, quand on se rapproche des glaciers, c'est un endroit qui est vraiment super. Et à bord, on a aussi un petit jacuzzi et un sauna. Et voilà, parfois, c'est agréable dans ces paysages. Mais voilà, on est sur un bateau qui est très confortable avec des grandes cabines aussi, euh, avec 3 typologies de cabines. Et donc, voilà, donc ça, c'est un bateau qui est très confortable et idéal aussi pour aller découvrir ces horizons. Alors, comment ça se passe à bord? J'ai un petit peu évoqué déjà au cours de cette présentation. On a plusieurs rôles. On a tout d'abord le chef expédition, hein, comme j'ai expliqué. Son rôle, bah, c'est d'organiser le voyage, hein, d'organiser cet itinéraire. Mais ça va être aussi de gérer son équipe sur l'Ocean Nova. Donc, principalement, il a une équipe de 7 ou 8 personnes à gérer, donc ses guides. Et donc, ça va être lui qui va gérer tout ce petit monde pour faire en sorte que votre expédition, votre exploration se passe le mieux possible. On a plusieurs chefs d'expédition, la plupart ont été formés par Christian Kempf, et on a vraiment une équipe de chefs d'expédition qui est vraiment géniale en termes de connaissances. On a l'avantage d'avoir, ça fait longtemps qu'on explore ces régions, mais on a l'avantage d'avoir vraiment une équipe extrêmement connaisseuse, que ce soit nos chefs d'expédition, mais aussi nos guides, qui, pour les anciens, en tout cas, ont une très très grande connaissance de ces régions-là, et les nouveaux, justement, aussi apprennent de tout ça, donc ils deviennent vite très experts. Nos guides ensuite, qui vont être là pour justement faire cette transmission de connaissances dont je parlais tout à l'heure, qui est essentielle. Et ils sont tous passionnés. On est tous passionnés, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, par ces régions. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on parle et qu'on discute et qu'on raconte tout ça, que ce soit, encore une fois, au niveau des conférences ou des moments un petit peu, enfin, autour d'un verre, par exemple, dans le bar, ou alors dehors, quand on est devant un glacier ou devant la faune, on peut en discuter sur les ponts ou à bord des Zodiacs. Ensuite, ce sont aussi les garants de votre sécurité. Il faut savoir que bon, l'archipel du Svalbard, hein, il y a beaucoup d'ours, vous les verrez armés. Il est obligatoire d'être armé quand on va à terre. Donc, c'est les garants de votre sécurité, c'est-à-dire qu'on va faire des périmètres de sécurité. Et c'est pour ça que c'est important aussi de les écouter. Donc, ils sont là aussi pour vous encadrer et faire attention. Parfois, on a l'impression, parce c'est tellement bien encadré qu'on a l'impression d'être d'être en parfaite sécurité, c'est le cas, mais il ne faut jamais oublier qu'on est sur le territoire de l'ours, et c'est pour ça que c'est extrêmement important lors de ces excursions de toujours bien écouter les instructions des guides qui sont là justement aussi pour analyser les situations et prendre des décisions aussi. Donc voilà, donc c'est les gardes de sécurité, mais c'est aussi vos pilotes de Zodiac, ce qui est important parce que ça offre aussi beaucoup de moments privilégiés d'échange, de découverte, puisqu'ils sont là pour vous raconter la glace, pour vous raconter la roche, pour vous raconter les oiseaux, la faune. Donc voilà, c'est toujours des moments assez agréables à partager. Et puis ensuite, il y a une personne que je n'ai pas mis, mais qui n'est que sur l'Ocean Nova, qui va être votre directeur ou votre directrice de croisière. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va être votre interface pour gérer tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui va concerner un petit peu l'hôtellerie, vos besoins, etc. Et qui va faire cette interface avec le bateau, l'interface aussi avec le chef expédition si nécessaire. Mais voilà, après, il faut se dire une chose aussi, on est sur un petit bateau, on est sur une petite équipe, donc tout le monde est extrêmement accessible et c'est ça qui est intéressant, on échange rapidement, on est tous au salon panoramique le soir généralement, donc on se montre les photos, les vidéos, on discute, on vous explique les choses. Donc voilà, c'est toujours extrêmement convivial et c'est vraiment ça l'esprit grand espace, c'est-à-dire que notre esprit de voyage, c'est avant tout le partage. Et donc de vivre ensemble dans ce microcosme pendant le temps du voyage et de partager un maximum de choses. Alors, une journée type en croisière expédition, c'est toujours la croisière expédition. Hein. Alors, en fait, on parle de croisière, j'aime bien préciser ça, mais on parle de croisière, mais on n'est pas croisiériste. En fait, par définition, on l'est parce qu'on utilise des bateaux, mais on ne se considère pas croisiériste, dans le sens où une croisière expédition en fait ne s'organise pas du tout de la même manière. On n'a pas du tout non plus l'esprit croisiériste, puisque l'esprit croisiériste est plutôt aussi beaucoup d'animation à bord d'un bateau. Pour nous, encore une fois, la seule animation à bord du bateau, ça sera des guides qui seront là pour raconter des choses, des récapitulatifs, les conférences, etc. Mais sinon,
c'est surtout tout ce qui se passe dehors et valoriser ce qui se passe dehors et cette nature, encore une fois, j'insiste dessus parce que c'est vraiment notre force, mais surtout notre volonté et notre esprit. C'est arrêter le bateau à minuit pour aller faire une sortie. Par exemple, cette saison, sur l'un de mes voyages, on est arrivé proche d'une île, on a vu un ours et puis deux ours, et puis du coup, il était 23h30, on a décidé de mettre les zodiacs à l'eau. La brume est tombée, on est parti, et puis on a été s'approcher des ours, on les a perdus de vue. Puis on a patienté un petit peu. Et puis là, la brume s'est ouverte, le soleil est arrivé. Et là, on avait 5 ours. Et on a eu ce spectacle devant nous avec vraiment ce lever de rideau. Et il était 1h du matin. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est le seul moyen finalement de pouvoir avoir ce genre de scène-là. Et ben, c'est cette flexibilité-là. C'est-à-dire que c'est vraiment savoir, encore une fois, profiter et s'adapter aux opportunités que la nature peut nous offrir. Et pour ça, bah, ouais, c'est pour ça que la nature, elle n'a pas d'horaire, encore moins dans ces régions-là. Donc, voilà, il faut savoir sauter dessus. Donc, une journée type, alors je mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Chaque journée est différente, mais c'est pour vous donner un petit peu un exemple. Donc, généralement, le matin, c'est soit votre directrice de croisière ou votre chef expédition qui vous réveillera, ou en tout cas, c'est la première voix que vous entendrez au travers des haut-parleurs pour vous indiquer le lieu où on se trouve, la température extérieure, les coordonnées, et qui vous donnera quelques informations sur la sortie du jour. Donc là, par exemple, on va sortir à 9h du matin pour aller faire une approche d'un glacier. Et du coup, on va aller passer 1h30, 2 heures, ça dépend encore une fois de ce que la nature aussi peut nous offrir, et aller naviguer dans ce brash. Ce brash, c'est ces petits morceaux de glace qui viennent s'exploser quand on a la glace, le glacier qui vèle, qui lâche les icebergs, et on va aller naviguer dedans, s'approcher de cette glace, attendre, voir un petit peu ce que ça va nous offrir, et puis observer aussi tout ce qu'il y a, donc cette faune, les mouettes tridactyles posées sur des glaciers, sur les icebergs, des sternes, parfois des mouettes ivoires. Il y a beaucoup de vie en fait autour de ces glaciers. Parfois des phoques posés sur des petites plaques. Observez aussi toutes ces variétés de couleurs. Le bleu, la glace n'est pas bleue, attention bien sûr, mais c'est une question d'oxygène. Mais ouais, donc on va observer ces différentes variations de glace et puis ces formes différentes aussi, et donc profiter un maximum, s'imprégner de tout ça. Ensuite, parfois, c'est aussi l'occasion d'une petite photo devant le glacier pour en garder un souvenir immortel. Ensuite, retour à bord. Et là, on va pouvoir déjeuner tranquillement à bord. Et pendant que le bateau se repositionne autour d'un café, on peut se reposer un petit peu, regarder un petit peu les photos qu'on a prises. Et sauf que parfois, il peut arriver que le chef expédition fasse une annonce au micro. Attention, attention, mesdames et messieurs, un ours polaire a été observé. Et donc là, le premier réflexe, en fonction des conditions d'observation, je fais une petite parenthèse ours polaire parce que c'est important. Chaque observation d'ours est différente. Chaque approche d'ours polaire est différente. Notre objectif n'est pas du tout de perturber la faune. L'avantage du Spitzberg et Svalbard, c'est que c'est le seul endroit au monde où l'ours n'est plus chassé depuis 1973. Ce qui fait que l'ours polaire n'est pas très farouche, il n'a pas vraiment peur de l'homme. Généralement, il est plutôt indifférent. Et ça, c'est notre rôle, le rôle des guides et le rôle de nos chefs expéditions, c'est justement d'analyser le comportement de l'ours pour savoir si on peut l'approcher ou pas. Généralement, on catégorise en 4 catégories l'ours, ce qui va être plutôt indifférent, curieux, craintif ou agressif. Et généralement, on va plutôt approcher les indifférents. C'est la majeure partie des ours qu'on va pouvoir observer aux Svalbard. Et donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Et c'est pour ça que les approches aussi sont extrêmement douces. Généralement, quand on met les zodiacs à l'eau, on va tous se regrouper, on va embarquer tout le monde, tous les passagers, on va regrouper les zodiacs et on va faire une approche groupée, surtout pour ne pas effrayer l'ours. C'est-à-dire qu'on va arriver à toute petite vitesse et toujours en analysant le comportement. C'est-à-dire que si on observe un changement de comportement, on va arrêter, on va analyser, soit on repart en fonction de son comportement, soit on va continuer notre approche. Et là, du coup, voilà, on va prendre ces petits moments de pause et ensuite, on va pouvoir se positionner doucement et profiter de l'observation de l'ours. Voilà, chaque observation est différente et encore une fois, c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que parfois, on peut avoir des moments d'attente parce que l'ours peut être en haut d'une crête et on a l'impression qu'il ne va rien se passer et puis du coup, on va tourner un peu autour, on va aller ailleurs, on va aller chercher et puis on va le revoir. Et puis, parfois, il va descendre sur la plage et nous offrir des observations magnifiques. Ensuite, retour à bord, et là, c'est le moment du récap, généralement. Donc, nos guides vont pouvoir revenir sur les observations de la journée,
sur l'observation d'ours, par exemple. Donc, raconter est-ce que c'était un mâle, une femelle, dans quel état de santé il était, comment il se comporte, quel était son comportement. On va reparler de la glace aussi, parce qu'on a vu un glacier le matin. Donc, on va parler des icebergs, la couleur de la glace, la formation de glacier, etc., etc. Et puis ensuite, c'est le chef d'expédition généralement qui prend la parole pour donner le programme du lendemain ou présentant les cartes de glace, les cartes météo, pour expliquer un petit peu la suite de l'itinéraire. Alors, j'ai une petite question qui est importante sur l'approche des animaux en raison des nouvelles normes de distance imposées par la Norvège. Alors, en effet, la Norvège, ça fait quelque temps qu'on entend parler de ces éventuelles nouvelles réglementations sur l'approche de la faune, notamment des ours polaires et des morses. Pour le moment, c'est toujours statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en place de réglementation nouvelle. Si c'est le cas, si ça devait être le cas en 2024, la réglementation, en fait, empêche une approche à moins de 500 mètres. Aujourd'hui, on a le droit de s'approcher en fonction des conditions et depuis un zodiaque, bien sûr, jusqu'à une cinquantaine, trentaine de mètres. Ça dépend toujours du comportement de l'ours. Encore une fois, l'objectif n'est pas de le perturber. Si ces réglementations devaient être mises en place, honnêtement, a priori, dans les échos qu'on a, il y a peu de chances. Pour le moment, c'est pas du tout, en place. En fait, on irait toujours chercher les ours, mais on irait plutôt les chercher dans la banquise. La banquise se trouve dans les eaux internationales et donc on pourrait continuer à faire nos approches dans les meilleures conditions possibles et toujours avec extrêmement d'attention, mais on la ferait plutôt dans la banquise. Cela dit, après, c'est là où la réglementation, c'est une toute petite parenthèse sur cette réglementation. Il n'y a pas de réglementation sur le camping à terre qui génère les accidents, parce que à chaque fois qu'il y a des accidents aux Svalbard, c'est avec des campeurs ou des randonneurs. Il n'y a pas d'accident quand on est sur un Zodiac. Donc, bon, il y a cette réglementation-là. Si elle devait arriver, après, voilà, ça peut arriver qu'on croise un ours quand on est en navigation Zodiac. Bon, on ne peut pas non plus foncer à toute vitesse dans l'autre sens, donc on peut toujours profiter un peu de l'observation. Et sinon, il y aura les observations aussi dans la banquise, qui est quand même son lieu de prédilection. Donc voilà, donc pas de nouvelles pour le moment sur ces réglementations. De toute façon, vous en serez informés. Mais aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est pas en route encore. Sur l'âge maximum pour participer, il n'y a pas d'âge maximum. Je crois que notre doyenne a 94 ans, qui a voyagé l'année dernière ou cette année. Donc, en fait, la problématique n'est pas une question d'âge, c'est juste une question d'être suffisamment en forme pour pouvoir marcher un petit peu, monter ou descendre dans un zodiaque et se tenir dans un bateau en cas de mauvaise mer. Donc, voilà, il n'y a pas de contrainte. Il faut juste être en forme, un petit peu en forme. Mais voilà, il n'y a pas de contrainte physique particulière. On fait des marches à terre, mais à chaque fois, on propose des options, c'est-à-dire des marches plus ou moins longues. On va faire des marches courtes ou des marches longues, mais ça, c'est au choix. Et il y aura toujours un zodiaque aussi qui restera aussi pour aller faire une balade si vous ne voulez pas marcher. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Justement, les zodiacs, c'est notre outil de prédilection. Ils sont extrêmement robustes. Hein. D'ailleurs, c'est des zodiacs aujourd'hui aussi qui sont utilisés par les militaires. C'est des zodiacs donc ils ont des boudins renforcés. Ça nous permet justement d'aller nous mettre sur la glace, d'aller nous mettre sur le sable, d'aller taper un petit peu sans aucune difficulté. Ils sont extrêmement stables, ce qui en fait un outil parfait pour ce qu'on fait, et aussi pour l'observation, puisqu'on peut vite s'appuyer sur les boudins, sur les côtés pour prendre des photos. On peut se lever aussi quand les conditions de mer le permettent et en fonction de ce que vous dira le guide. Mais voilà, c'est vraiment notre outil de prédilection pour pouvoir sortir et observer. Pour l'embarquement, alors je vous en parle un petit peu, mais tout ça, et bien sûr, vous avez toujours un briefing à bord du bateau. Mais voilà, l'embarquement, en fait, ça se fait sur l'Océan Nova, en l'occurrence, par la Shell d'Or, donc cette porte de coupée. Et vous serez toujours aidé à la fois par nos guides qui sont à bord du Zodiac et aussi par les marins qui sont à bord du bateau. C'est extrêmement simple, vous avez un petit marchepied et on monte très bien sur les Zodiacs. Et pareil pour les réembarquements où les marins viendront vous aider. Donc, pareil pour les débarquements, il y a plus une petite technique, mais ça, on vous en parlera à bord. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'outil idéal. Aujourd'hui, tout le monde utilise les Zodiac parce que justement, c'est le meilleur outil, le plus flexible, si on peut dire, pour explorer ces régions. Donc voilà, pour ce grand topo sur le Spitsberg et Svalbard. J'espère que ça vous aura donné envie de partir à la découverte, ou en tout cas ça vous aura rappelé peut-être des souvenirs.
Sachez voilà, qu'en tout cas, c'est pour une première découverte des régions polaires arctiques, c'est vraiment l'endroit idéal. Aussi pour la faune, c'est-à-dire que vraiment, si votre rêve, c'est de voir l'ours polaire, c'est vraiment l'endroit idéal. Le Groenland a des ours polaires, le Grand Nord canadien a des ours polaires, mais vraiment pour la qualité d'observation, le Svalbard est probablement le meilleur endroit pour pouvoir les voir. Donc ça, c'est vraiment une destination que je vous recommande très fortement. Ensuite, les époques, bah, ça dépendra aussi un petit peu vous, de votre choix, de vos envies. Le début de saison, magnifique pour les paysages. Le printemps polaire, parce que ça se découle, la faune arrive, et puis le plein été pour la faune. Alors j'ai quelques questions, je vais y répondre. Bonjour Monique et Gilles, ça fait très longtemps, non. C'est un plaisir de vous voir ici. Aurore boréale, j'ai une petite question aurore boréale. Donc il n'y a pas d'aurore boréale. Alors, les aurores boréales, on en voit partout, il y en a partout. Mais au Svalbard, l'été, on ne pourra pas en voir. Si on veut voir des aurores boréales au Svalbard, il faut y aller en hiver. Mais nous, on ne fait pas de voyage là-bas, on ne peut pas faire de croisière en hiver là-bas, puisqu'on est en pleine nuit, complète tout le temps. Donc les aurores boréales, le meilleur endroit de toute façon pour les voir, c'est Tromsø, qu'on appelle la capitale des aurores boréales. Et là, ça va être nos voyages dans les fjords de Norvège, donc entre décembre et février-mars, où ça va être le meilleur endroit pour les voir. En fait, les aurores boréales, très simplement, elles sont captées, donc c'est des éruptions solaires, pour faire très simple, qui sont captées par le bouclier magnétique, donc qui arrive par le pôle Nord, notamment, et du coup qui viennent s'étaler en arc de cercle. Et il se trouve que Tromsø est extrêmement bien situé pour l'observation, et on a 2 belles années d'observation d'aurore boréale, parce qu'il y a beaucoup d'activités en ce moment. Et donc le meilleur endroit, ce sera plutôt les fjords de Norvège pour pouvoir les observer. On a aussi des voyages qui partent d'Islande et qui vont sur la banquise du Groenland en janvier-février. Donc c'est à cette époque-là qu'on pourra en observer, enfin on pourra en observer aussi là-bas. Sur les vêtements, alors ça dépend. Sur l'Explorer, on fournit des combinaisons intégrales étanches. Sur les autres bateaux, de toute façon, l'important c'est d'être étanche, c'est-à-dire d'avoir une parka étanche, d'avoir un pantalon de ski ou un surpantalon étanche, des gants, bonnet, lunettes de soleil, petite écharpe. Et ensuite, l'important c'est d'avoir plusieurs couches. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir 15 degrés quand il n'y a pas de vent et plein soleil. Et du coup, on va avoir vite chaud, donc il faut pouvoir enlever des couches. Et au contraire, parfois, bah, quand on va passer du temps en zodiaque, parfois, où il ne fait pas très beau, avec un peu de vent, un peu d'embrun, d'où l'importance d'être étanche au vent et à l'eau, bah là, il faut se couvrir, parce que là, il peut faire beaucoup plus froid. La sensation thermique peut être beaucoup plus fraîche. Donc, il faut vraiment avoir juste cette versatilité-là. Mais voilà, des moufles, des gants chauds, et enfin voilà, il faut quand même avoir un petit peu comme les vêtements de ski, reste l'idéal. Il faut savoir qu'à bord de tous nos bateaux, on fournit des bottes qui sont extrêmement confortables, et on les voit là d'ailleurs sur la photo. Donc, c'est des bottes qui sont fournies, très étanches, très chaudes, donc ça, il n'y a pas de problème. Et, voilà. Et toujours une paire de jumelles aussi, c'est très important. Quelle date est-ce qu'on propose et à quel prix pour une personne? Alors, ça va beaucoup dépendre déjà des dates et de l'époque. Pour cela, je vous invite à aller voir sur notre site internet. Vous avez nos brochures et hop, je vous envoie le lien tout de suite. Vous avez nos brochures et tous nos voyages. Mais voilà, généralement, en tout cas sur le Spitzberg, vous allez avoir les premiers départs qui vont être notamment sur l'Explorer à partir du mois de mars. L'Ocean Nova sera positionné là-bas seulement à partir du mois de mai, enfin plutôt juin, ce qui part d'Islande. Et ensuite, on va avoir plein de dates, donc du 11-19 juin, par exemple, qui sont des voyages plutôt courts. Et ensuite, pour les voyages plus longs, donc qui va être plutôt en plein juillet, s'il y a un voyage que je recommande un petit peu, peut-être, ça va être la grande découverte du Svalbard, qui va être un voyage de 11 ou 12 jours, si ma mémoire est bonne, qui va être 12 jours, c'est ça. Donc un voyage assez long et qui permet vraiment d'aller passer du temps et explorer. Et justement aller chercher tout cet archipel Java. Et là, sur ce type de voyage-là, sur 12 jours, en fait, pour faire un calcul simple, en moyenne, il faut compter 1000 euros par jour par personne, sachant que les vols sont inclus au départ de Paris avec ces prix-là. Et du coup, en cabinet individuel, on va être aux alentours des 16 000 euros sur un voyage de 12 jours. Sur les voyages plus courts, on va plutôt être aux alentours des 7 000, 7 500 euros, donc d'environ des 12 000 euros sur l'Ocean Nova pour une personne seule. Donc ça va vraiment dépendre. L'Explorer, en général, il faut compter environ 30% de plus par personne. Je vous invite vraiment à consulter le site internet ou une brochure. Vous avez les brochures qui sont disponibles soit à la demande pour les recevoir en papier
ou les consulter directement en ligne. Et puis après, si vous avez des questions justement en fonction des dates, parce qu'en fait, nos bateaux naviguent toute la saison, hein, donc c'est-à-dire du mois de mai ou voire mars, enfin avril pour l'Explorer et mai pour l'Ocean Nova, jusqu'à août, septembre, octobre. Donc du coup, il y a plein de dates et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder un petit peu et puis ensuite nous contacter nos équipes par téléphone ou par mail. Voilà. Une question sur la meilleure époque. Alors, c'est un peu ce que j'ai expliqué au long de cette conférence. Il n'y a pas vraiment de meilleure époque. La meilleure époque pour la faune, ça va plutôt être le mois de juillet, fin juin, juillet et tout le mois de juillet. C'est là où il y a vraiment l'explosion de la faune. Si on va de la glace et du froid et de la neige, ça va plutôt être avril, mai, qui va être la meilleure époque. Et jusqu'à début juin, on va encore avoir cette impression-là. Donc, ça va vraiment dépendre ce qu'on va vouloir voir. Quels sont les défis auxquels le Svalbard est confronté en raison du changement climatique? Alors, ça mérite une grande conférence, donc j'aurais vraiment pas le temps de le faire. Mais en quelques mots, aujourd'hui, ils sont confrontés notamment à la fonte du permafrost, donc du pergélisol, ce qui rend problématique un petit peu certaines installations, parce qu'avec cette fonte, les structures, en fait, ont tendance, pas les structures, les fondations ont tendance à s'écrouler, donc ils sont de reconstruire. Et ensuite, en soi, l'archipel, il y a vraiment ce problème-là par rapport à la ville de Longyearbyen. Après, la fonte de la banquise, bien sûr, les glaciers qui réduisent de manière très rapide, donc qui se rétractent aussi. Donc, c'est des choses qu'on constate principalement. C'est principalement, bien sûr, la fonte des glaces qui vont être impactées dans cette région-là. Si le départ et le retour se font au départ de Longyearbyen, y a-t-il intérêt à rester quelques jours avant ou après pour visiter ou profiter d'autres activités? Alors, Longyearbyen, c'est tout petit, 2500 habitants. Il y a une route qui fait 17 km qui rejoint l'aéroport à Longyearbyen et un petit peu après. Quelques jours, je ne vous le recommande pas. Une journée, pourquoi pas, parce qu'à la limite, on peut aller faire parfois un peu de chien de traîneau, même en été. Mais on verra de toute façon tellement de choses à bord du bateau qu'on a toujours une après-midi de libre, généralement à Longyearbyen, pour faire un peu de shopping. Et de toute façon, en une après-midi, on a fait 4 fois le tour. Donc, personnellement, je le recommande, enfin, pas forcément. Voilà. Ça peut être intéressant de le faire l'hiver, en octobre, novembre, parce que c'est vraiment un univers. Là, avec le bateau, vous allez voir tellement de choses que finalement, vous n'allez pas découvrir beaucoup de choses en plus. Cela dit, il y a des excursions en motoneige, des excursions en quad ou même comment dire, en chien de traîneau qui sont possibles. Ça peut alors la peine, bien sûr, si vous êtes intéressé. Est-ce que les activités sont les mêmes pour tout le monde à 12 personnes ou 75 personnes? Alors, bon, les deux bateaux ne naviguent pas ensemble, hein, c'est-à-dire que même si parfois on a les mêmes dates de départ, les deux bateaux ne naviguent pas ensemble. Chacun est avec son chef expédition, et donc, alors ça peut arriver qu'on se croise hein, au cours d'un voyage, mais ça n'arrive pas très souvent, cela dit. Donc voilà. Ensuite, les activités sont toujours les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on part en croisière Zodiac, eh bien, on part tous ensemble. Donc, les 8 Zodiacs ensemble pour l'Ocean Nova ou les 2 Zodiacs ensemble pour l'Explorer. Ensuite, quand on part en excursion, notamment pour explorer un fjord, on ne reste pas les 8 Zodiacs groupés ensemble. Généralement, on part toujours en binôme. Et là, on part explorer, on s'étale et puis on part explorer de manière séparée. Le seul moment où on fera des groupes différents, ce sera quand on fera des activités à terre, de marche, où on fera des marches longues, moyennes et courtes. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de ce que chacun veut. Et là, on fera un peu des groupes, voilà, si parfois on a des marches de 2-3 heures pour aller sur un point de vue, et certaines personnes préféreront rester plus une marche plus tranquille, et d'autres partiront par exemple en croisière Zodiac. C'est un petit peu plus complexe sur les bateaux de 12 places. Généralement, c'est quand même le groupe entier qui part, même si ça peut arriver qu'on fasse 2 Zodiacs, mais voilà. Quel objectif photo recommandé? Si pour la photo animalière, un grand minimum 200 mm, mais je recommande plutôt le 400 mm. Le 600 mm, c'est très bien, mais c'est très encombrant. Donc pour l'animalier, 400 mm, ça commence à être bien, on peut faire des jolies choses, surtout si vous avez un petit capteur, enfin, on ne peut pas rentrer trop dans le détail. Et puis ensuite, après, objectif un peu plus grand angle pour les paysages, hein, 18 ou 12 mm, ça permet d'avoir de profiter bien de ces paysages. Les tenues vestimentaires, je suis revenu dessus. Et ensuite, départ Paris organisé. Oui, en fait, alors, auparavant, on avait des vols affrétés depuis Paris qui allaient directement à Longyearbyen. C'est
activité qu'on arrête peu à peu parce que chaque année, on a des difficultés avec ces avions. Et surtout cette année, notamment à chaque fois qu'il y a des événements sportifs, c'est compliqué. Donc l'année prochaine, on a les JO et on anticipe déjà les problèmes. Donc cette année, donc en 2024, sera un petit peu particulier parce qu'on va faire des départs avec des vols commerciaux depuis Paris organisés. Donc vous êtes avec le groupe. Et ensuite jusqu'à Oslo. Et à Oslo, on aura un vol affrété grands espaces jusqu'à Longyearbyen. Donc voilà, mais ça fait partie de toute l'organisation. Et nos équipes, de toute façon, sont là pour répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet ou nos brochures. Vous avez beaucoup d'informations. Et puis ensuite, n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit par téléphone ou par email. L'une des forces de Grands Espaces, c'est que tout le monde connaît le terrain. La personne que vous aurez au bout du fil est déjà partie là-bas, connaît l'Ocean Nova, connaît l'Explorer, connaît le Spitzberg, comment ça se passe, les avions, l'aéroport, la ville, les sorties Zodiac. Voilà, tout le monde connaît le terrain. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne vend pas n'importe quel type de voyage. C'est vraiment des voyages à part entière. Et c'est essentiel, et ça fait partie de notre philosophie, que chacun connaisse la destination et ces destinations-là en particulier. Donc, la personne que vous aurez au bout du fil pourra vous parler des cabines, leur positionnement, comment c'est, le son, ce qu'on mange à bord, les sorties à terre, en Zodiac. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à nous appeler, à en discuter après avec nos équipes, et ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Donc voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère peut-être vous retrouver à bord l'année prochaine sur l'un de nos bateaux et sur l'une de nos expéditions. On pourra tout à fait se croiser puisque j'accompagne un certain nombre de voyages là-bas. Sachez que vous aurez accès à ce webinaire donc en replay. Vous allez recevoir un petit lien quand on terminera l'événement par mail et du coup, vous pourrez le re-regarder si vous le souhaitez. Encore une fois, j'essaie de vous apporter un maximum d'informations. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous envoyer un mail ou par téléphone et pour compléter les informations. C'est des voyages vraiment uniques, des voyages d'une vie dont on se souvient toute sa vie. On en revient vraiment changé. C'est quelque chose d'à part entière. La force de la nature, la force des glaces, la force de ces paysages est quelque chose qui vous change profondément et je vous le souhaite vraiment de pouvoir le découvrir et si possible avec nous parce qu'on aura beaucoup de plaisir à partager cette passion qu'on a de ces régions-là. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Sachez que la semaine prochaine, on fera d'ailleurs un webinaire sur le nord-est Groenland, la semaine suivante sur l'ouest Groenland et puis ensuite l'Amazonie. Donc voilà, chaque semaine, le jeudi soir, 18h, on fait un rendez-vous webinaire. Donc voilà, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.